I know how it feel to wake up fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad boo. On est parti, bienvenue dans ce nouvel épisode du AB Show. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas venu dans les studios du AB Show. Avec de beaux invités. En ce moment, on dit beaucoup que... c'est quelle caméra que je regardais, c'est celle-là. On dit beaucoup que le MMA, il est un petit peu ennuyeux. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il y a des beaux événements qui arrivent, que ce soit sur le territoire français ou international. Donc là, comme vous avez vu sur le titre, comme vous avez vu sur les miniatures, j'ai deux bons invités. Je vais vous les présenter juste après la petite intro. Un petit big up à mon sponsor Araocas, mon partenaire de graille avec la meilleure viande effilochée. Vous avez deux adresses, une sur Asnières, une sur Évry. Donc là, vous allez voir le petit spot publicitaire. N'hésitez pas, si vous allez de ma part, peut-être qu'il y aura un petit geste commercial de la part des serveurs. A tout de suite. Wissem Marmouche, Delphine Benouache, j'espère que j'ai pas écorché vos prénoms. On est bon. Comment ça va? Depuis le temps qu'on se connaît, encore heureux. Non, c'est vrai, mais c'est Delphine où j'avais déjà écorché ton prénom. Ouais, après, c'est un peu la marque de fabrique de la maison, c'est surtout pas volontaire. Hein. Mais bon, ça arrive. Comment ça va? Ça va et toi, On est en forme. En forme ou un peu fatigué là? Vous sortez de l'entraînement? Ouais, mais on est bien. Ça va? Ça s'est bien passé? Ouais, franchement, c'était nickel. Hein. Ouais, Wissem, est-ce que tu peux juste... Ouais, exactement, ouais. Non, franchement, c'était nickel. Hein. C'était nickel et on va revenir sur votre actualité. On va parler de l'UFC 314 qui a eu lieu ce week-end et avec comme main event Diego Lopez contre Volkanovski. On va revenir un petit peu sur l'actualité, comme le combat qui arrive entre Mickaël Lebou et Amin Ayoub. Comme j'ai dit, l'UFC 314 et bien sûr, on va commencer par vous, par votre actualité. Et c'est la première fois que je reçois une femme dans le AB Show. Enfin, dans ces studios-là. On avait j'avais déjà reçu Nora Cornol, Manon Fiora à l'époque, mais ouais, c'est la première fois. Donc les femmes à l'honneur aujourd'hui. Et bah, magnifique. Edwin, je vais te laisser pour te présenter pour celles et ceux qui vont te découvrir à travers ce podcast. Ouais, donc je suis Delphine Benouache, je suis combattante pro de MMA. Je suis à 5-1. 5-0. Bientôt 6-0. Bientôt 6-0. Ouais, parce qu'en gros, elle s'est fait on y reviendra, ouais. attraper pour dopage, donc ça va changer de la défaite à la victoire. Et du coup, pour mon actualité, je combats le 16 mai sur la même carte que Wissem. Sur la même carte que Wissem. C'est bien, on peut vous entraîner ensemble, ça va faire une belle... De ouf. Une bonne énergie, ouais. Mais là, le tapis, en ce moment, il est en effervescence. Et tout le monde combat bientôt. Ouais, là, je vois ça, mais c'est ouais. bien, ça met un bon mood et moi, ça vaut... Ah, de ouf. En plus, c'était tous dans la même période, dans la tous même... au mois de mai. Hein. Okay. Les événements, là, ils sont au mois de mai. Là. Wissem, tu peux te présenter? Comme je suis Wissem, combattant professionnel de MMA dans la catégorie des moins de 77 kg. J'ai un record de 7-1. Et je vais combattre là le 16 mai contre Jordan Zebo à l'ARES. C'est un combat franco-français qui est attendu. Hein. De ouf. C'est bien. Toi, Delphine, ça va être ta première apparition sur ARES. Avant ça, tu étais au COF, tu évolué au COF. Ça. Tu peux un petit peu revenir rapidement sur ton parcours? Ouais, donc j'ai commencé au COF. J'ai fait 5 combats sur 6 là-bas. J'en ai fait un dans une autre orga qui s'appelle Karma Fight. Et j'ai fait mes armes là-bas. On essayait à chaque fois de demander des filles, tu vois, juste le niveau d'au-dessus et tout. Et petit à petit, j'ai progressé là-bas. Et ton dernier combat, c'était contre une Brésilienne pour la ceinture. Ouais. D'ailleurs, j'étais là ce jour-là et en gros, tu l'expliquais qu'on t'a dit 5-1, bientôt 6-0. Tu perdais à la décision et du coup, elle s'est fait attraper pour dopage. Est-ce que tu en sais un petit peu plus là-dessus? Je sais qu'apparemment, elle était bien chargée. Elle a pris vraiment pas mal de trucs. Et que là, en fait, c'est administratif, c'est très long quand tu te fais attraper pour dopage. Ouais. Tu as du temps pour justifier, 4 mois, ce qui est énorme, alors qu'il n'y a rien à justifier. Et apparemment, en fait, ils savent déjà que quoi qu'elle puisse justifier, c'est mort, il y a eu trop de trucs. Ouais. Tu sais, c'est quoi la substance qu'elle a pris ou pas du tout? Non, je sais juste qu'il y a vraiment un peu de tout, quoi. Ouais. Et tu l'as senti durant le combat parce que c'est vrai qu'elle a été très physique. Hein. Ouais, mais en fait, pendant le combat, je me pose pas toutes ces questions. Je suis juste en train d'essayer de faire le truc. Ouais. De la battre et tout, donc pendant le combat j'ai rien calculé, mais c'est vrai qu'en fait nous on s'était dit, on a regardé tous ses anciens combats, son dernier combat il datait de août, elle avait un vieux cardio en août, donc je m'étais dit je vais la voir à l'usure et tout, même si tu vois je savais qu'elle était puissante, je me suis dit jamais elle pourra rattraper mon cardio en 5 mois, et en fait si, et du coup ouais je pense que c'est un peu ça qui a joué, parce que je gagne tous les débuts de round, je perds toutes les fins de round.
Donc, je pense que ça y est pour quelque chose, même si j'ai aussi ma part de responsabilité. J'ai fait des erreurs, tu vois, j'ai des trucs à améliorer. Ouais. Mais ouais, après, pendant le combat, j'ai rien senti de spécial parce niveau que de la j'étais force, focus, non quoi. Ouais, bah, je sais j'avais vu qu'elle était forte. Je m'attendais à ce qu'elle soit forte. C'est vrai qu'elle était physique, quoi. Et elle faisait... elle avait vraiment un corps d'homme, tu vois, mais... moi, je voulais pas juger trop tôt. Ouais, bah après, moi, je suis pas surpris. Honnêtement, j'étais là, j'ai vu les 5 rounds. C'était un combat dur. Après, forcément, c'est un combat qui t'apporte beaucoup d'expérience. Ouais. C'était ta première fois sur 5 rounds. C'est ça. T'appréhendais un petit peu avant le combat, enfin, le fait de tenir sur les 5 rounds, vu que c'était un peu l'inconnu pour toi. Non. En fait, j'avais déjà préparé un combat sur 5 rounds avec Karma Fight, là. Ok. C'est mon 4e combat. Et le cardio, c'est mon point fort. Et surtout, tu vois, pendant les combats, je suis pas là à me demander si je suis fatiguée ou pas. J'y vais, tu vois. Donc, j'appréhendais pas spécialement. Et en vrai, même, je finis plus fatiguée qu'elle, mais je finis le combat correctement, tu vois. Je fais des erreurs liées plus au manque de lucidité qu'au cardio. Ouais. Et du coup, là, vu qu'elle a été contrôlée positif, on espère que le résultat va être changé, mais c'est une question de temps. Donc, indirectement, tu vas devenir championne du COF, quoi. Je sais pas à quel point ça aura de la valeur dans ce contexte, tu vois, de me dire que je l'ai eu par dopage. Enfin, je sais pas si on pourra vraiment le dire ou pas. Tu pourras le mettre en bio Instagram. Ouais, ça ira. Et Wissem, donc pour revenir sur ton parcours, tu as 8 victoires, 8 combats à ton actif, et tu vas effectuer le 9e sur le 16 mai, c'est ça? C'est ça, exactement. Tu peux revenir quand même rapidement sur ta carrière aussi? Ouais, j'ai commencé par, on va parler des organisations, on va dire à peu près. J'ai commencé mon premier combat par le Next Level à l'époque. Ensuite, j'ai poursuivi avec le 100% Fight, et puis le FFA Challenge. C'était pendant la période du Covid, donc c'était un peu compliqué pour les gens de fight et tout. Et après, j'ai tout de suite enchaîné sur Ares. Et je suis resté à Ares jusqu'à maintenant. Et dans tes débuts, tu étais en 84 kg, si je ne me trompe pas. Non, mon premier combat, j'étais à 77 kg. Ok. Et après, en fait, j'ai fait le combat à 84 au 100% Fight parce que c'était un combat de dernière minute. Où Hatch, il m'a dit, voilà, j'ai ça dans 2 semaines. À ce point-là, j'ai dit, bon, écoute, vu que toute l'année, je suis à peu près à 85, 86, j'ai accepté. Tu sais que je me rappelle de ce combat. On était en B-Fight pendant la pause. Et je crois que c'était dans 3 semaines. Et je parlais avec Hatch, j'ai dit, il y a 8 semaines, il veut combattre, il t'a trouvé un combat. Ouais. C'est comme ça que ça s'est fait, effectivement. Ça s'est fait rapidement comme ça. Et du coup, pour revenir à ton combat qui arrive contre Jordan Zebo, vous êtes entraînés vous deux. Et j'étais même là pendant les sparring pendant un bon moment. Donc c'était pas compliqué ou c'était juste, on va dire, une relation juste entre professionnels que vous entretenez vous deux? Ouais, bah écoute, Jordan Zebo, c'était un partenaire d'entraînement. C'était juste un partenaire d'entraînement. Quand je faisais mes sparring au MMA Factory, il était là, on tournait souvent ensemble vu qu'on avait le même poids. Ouais. Après, sinon ça restait un partenaire d'entraînement. Ensuite, son parcours à Ares et mon parcours ont fait qu'aujourd'hui on doit se retrouver. Donc, vous êtes, c'est similaire, vous avez vous deux 8 combats et un record de 7-1. Donc 7 victoires pour une défaite. Ouais. Donc c'est pour ça, il est arrivé là par ses performances, je suis arrivé là par mes performances. Donc aujourd'hui, l'histoire a fait qu'on doit se rencontrer, c'est tout. Ouais, c'est une sorte de demi-finale en soi pour la ceinture. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et tu le sentais venir ce combat? Non, parce que quand j'avais gagné mon combat, il m'avait déjà proposé. Je devais combattre pour la ceinture, justement. Contre qui? Il m'avait proposé au début Félix Kinkhammer. Ouais. Ah, donc ça aurait été une revanche? Ouais, ça aurait été une revanche. Mais les dates, elles ne correspondaient pas. Donc, du coup, ça tombait en pleine période de Ramadan, c'est ça? Ouais, exactement. Donc ça ne correspondait pas. Et après, à la suite de ça, il m'avait proposé un autre adversaire. Donc c'était Djokovic, de base. Ouais, le Bulgare, je crois. Ouais. Que j'avais accepté. Et après, écoute, je crois que il voulait voir il y a eu beaucoup d'engouement sur le combat moi contre Jordan. Beaucoup de sauce, même Mika et tout. Ouais, c'est vrai qu'il a poussé un peu le truc aussi. Ouais. Tout le monde a poussé un peu ce combat-là et les gens, ils voulaient plutôt voir un choc franco-français, tu vois. Non, mais tout le monde est hypé par ce combat. Ouais, grave. Vous avez volé la vedette du main event. Ouais, grave. On a vu, le MMA c'est légal depuis 2020, mais même avant ça, lorsqu'il y avait des combats au 100% Fight, aux Contenders franco-français, ça a toujours fait Non, les chocs franco-français, c'est ce que les gens, le public français, c'est ce qu'ils veut voir. Je suis sûr que si j'aurais combattu par exemple contre un Djokovic,
ça n'aurait pas fait autant de bruit. Ça aurait été plus pour les puristes, ça, je Ouais. pense, parce qu'on sait que lui aussi, il a un très très bon niveau. Ouais. C'est vrai, le fait d'avoir un choc franco-français. Et en plus, là, c'est vraiment similaire en termes de carrière, dans le sens où voilà, vous avez fait vos armes sur Ares aussi. Ouais. Et toi, Delphine, c'est qui ton adversaire? Volontairement, je vais pas dire non pour pas écorcher. Simplicio, elle s'appelle. Simplicio. C'est une brésilienne, très très forte au sol, très bonne lutte, très bon body lock. Et pas ouf sur le striking. Et t'as su. L'adversaire, tu l'as su bien à l'avance pour préparer le combat? Ouais, je l'ai su en mars. Donc, on a regardé ses combats, on a fait le camp en conséquence. Ouais. Donc là, vous êtes en pleine préparation. Je suppose que là, on est clairement à un mois du combat. Et c'est quoi tes ambitions après, c'est un finish. Sur le long terme aussi. Ah, Non, mais bien sûr, forcément sur Ares et sur le long terme. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, c'était une passerelle en tout cas qui menait vers l'UFC pour ne citer que Nassourdine qui était avant sur Ares et qui a fini à l'UFC. T'ambitionnes toujours de viser l'UFC? Parce que si je me trompe pas, l'an dernier, vous avez visé l'UFC Paris, c'est ça? Enfin, c'était dans vos ambitions? Ouais, c'est ça, c'était dans nos ambitions. On s'était dit, ça risque d'être short. Tu vois, parce que même 4-0 pour entrer à l'UFC, faut vraiment une hype de ouf que j'avais pas. Donc, je pense que là, on s'en rapproche un petit peu plus. Ouais. Et si je continue les beaux combats, les belles victoires avec des finishes, je pense que c'est quelque chose que je peux ambitionner, ouais. Et en termes de... est-ce que tu as observé on va dire les adversaires de ta catégorie au sein d'Ares? Ouais, il n'y a pas un énorme roster dans ma catégorie. Il y a Melissa Hurtado, Lindsay Payne. Et je crois qu'il y a une autre fille, une brésilienne, je ne me rappelle plus de son nom, Ok. qui n'a pas encore combattu là-bas, mais qui a Ok. été signée en tout cas. Et du coup, pour la préparation, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu tournes plus avec des hommes ou tu arrives à trouver des femmes qui ont un bon niveau et qui peuvent, on va dire, t'aider durant les sparring? Je tourne surtout avec les garçons, Ouais. les légers. Et après, dès que Nico il arrive à faire venir des filles ou dès qu'on a des filles sous la main, ouais, on fait. On a eu Alex la semaine dernière. Des fois, je fais avec Mathilde. Tu vois, en ce moment, on voulait beaucoup faire avec elle parce que, pareil, elle a un super body lock. Mais elle a des petites douleurs à droite à gauche, donc on verra peut-être plus tard dans le camp. Okay. Et toi, Wissem, comment est-ce que tu te prépares ce combat? Moi, j'ai mon planning habituel comme chaque combat. Donc, on est avec Nico 3 fois par semaine. On travaille le MMA, etc., la lutte et tout. Ensuite, j'ai mon programme aussi avec Max Coaching, avec qui je fais beaucoup de lutte. Donc, il m'aide à progresser sur ce terrain-là. Je suis aussi avec Mehdi Bedjaoui. Pour la partie sol? Ouais, pour la partie sol. Lutte aussi, même un peu global, mais c'est plus le sol. Donc, on règle plein de petits détails, etc. Donc, ils m'aident beaucoup dans ma progression. Et puis, on a les entraînements aussi au Mamoudi Gym. Ouais. C'est là où je perfectionne mon striking avec Nordine et Mawar. Donc voilà, et sans oublier aussi Sébastien Charter, préparateur physique. Ouais, depuis que je suis avec lui, franchement, j'ai fait un grand pas dans ma condition physique surtout. Donc franchement, je savais pas que c'était aussi important. Et même quand tu es en prépa, en fait, moi je sais m'entraîner seul, mais quand tu es en prépa, tu es fatigué avec les entraînements, tout ça, en fait, même décharger une barre, t'as la flemme. Ouais, c'est vrai que c'est un détail. Ouais, tu vois. Ouais. Et quand t'as vraiment un préparateur physique, il est là, il te met les poids, il te pousse, il s'occupe de tout. Toi, t'as juste à venir et mettre la force qu'il faut et le cardio qu'il faut pour l'entraînement. Franchement, ça te facilite de fou. Donc voilà. Et en termes de sparring, je vois que vous êtes un petit peu dans le dur. Là, t'es un peu marqué. Et hier, j'ai vu Mika. Lui, à son habitude, toujours marqué. Je crois qu'il m'a dit que c'était toi qui l'avais. C'était pas hier, c'était la semaine dernière, je crois. La semaine dernière. Ouais. Donc, du coup, là, c'est bien parce que vous avez, enfin, entre welterweight, entre lightweight. C'est ça. En fait, en ce moment, là, on a une très très bonne équipe. Là. On est beaucoup du même poids. Il y a Benoît Saint-Denis, Mika, moi, Baki et d'autres encore. Bon, Nassourdine aussi. Et franchement, c'est bien parce qu'on est tous à peu près du même poids et on excelle tous à peu près dans tous les domaines. Donc vraiment, c'est des sparring où il faut être à 100%. Il y a une bonne ambiance. Ouais. Tu m'étonnes, il faut être vigilant. Faut être vigilant. Et là, vous travaillez, on va dire, en comité restreint parce que, tout comme beaucoup de personnes, vous avez démarré, je pense, dans des clubs associatifs où on était peut-être une vingtaine, une trentaine sur le tapis. Vous allez me dire la différence que vous voyez en tout cas lorsque vous travaillez en comité restreint et lorsque vous êtes dans un club où il y a du monde. Delphine, je demande ton avis à toi en premier. Ouais, moi je suis beaucoup au Fight Industry à Évry. Okay. Tu es combien de fois par semaine à peu près?
J'y suis 4 soirs par semaine. Ok. Donc, c'est un excellent club de boxe anglaise. Et pour le coup, en fait, j'ai la chance que H, mon coach, s'occupe exclusivement de moi. Ouais. Donc, il me fait venir à des créneaux. Des fois, il me fait venir un partenaire. Des fois, quand il n'a pas besoin, il me fait venir que moi. Et en fait, on travaille sur ce qui n'a pas été sur le sparring. Mais avant, j'étais dans les cours collectifs. Et c'est vrai que tu as un niveau d'attention qui est super différent. Tu dois progresser grâce à ton intelligence de combat, alors que là, en fait, s'il y a un truc que tu n'as pas capté dans la seconde, on te le change, on te le corrige, que ce soit Nico le matin au MMA, ou H quand je lui envoie des vidéos, ou quand je lui explique ce qu'on a fait et les difficultés que j'ai pu éprouver. Et du coup, en fait, on se rend compte qu'on a un staff de malade. Même Max, le lundi, franchement, il y a du monde sur le tatami, mais il fait grave l'effort de nous regarder. C'est vrai, en plus, il y a tout le temps un petit mot pour nous. Il s'adapte en plus maintenant aussi à la lutte MMA, surtout au catch control. Ouais. Et ce que je voulais dire, c'était. Je voulais te reposer la même question parce que toi, tu as commencé au VIC, c'est bien ça? C'était le grappling. En plus, c'est vrai que tu as commencé il y a longtemps les sports de combat. Ouais, j'ai commencé, j'avais 16 ans à Grigny au VIC. Ah ouais, j'ai commencé. Un ancien. Je m'en rappelle, j'étais au VIC, moi, en VIC, la compétition, pas le club. En 2015, 2014, je crois, j'étais en. Catégorie intermédiaire, il était déjà confirmé lui. Je le voyais comme un ancien. Non, c'est vrai. En fait, à Grigny, on va dire, c'est un peu les pionniers dans le grappling en France. Tu vois, c'est le cas de le dire, c'est vraiment les clubs vraiment précurseurs en France. Et du coup, on a eu la chance de commencer ça super jeune. Et après, en fait, moi, c'est plus ma transition au MMA, je l'ai fait un peu plus tard. Je suis vraiment resté dans la lutte, le sol. En plus, à l'époque, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de compètes de MMA. C'est-à-dire, le sport à la mode, c'était vraiment le grappling, tu vois. Quand tu arrivais dans des compètes de grappling, il y avait au moins 300, 500 personnes. Il y avait une bonne ambiance. C'était un truc de fou. Et du coup, on a commencé tôt. Et à Grigny aussi, c'est vrai que quand tu rentres avec un grand groupe, c'est vrai que le coach, il a moins l'œil sur toi, à part si vraiment tu sors du lot, tu vois. Ouais. Et quand tu t'entraînes en comité restreint, comme elle a dit Delphine, déjà on peut plus voir tes erreurs, on peut plus les corriger directement. En fait, c'est comme une espèce de cours particulier. En fait, tu gagnes du temps et tu gagnes vraiment beaucoup de temps quand tu t'entraînes en comité restreint, quoi. Tu progresses beaucoup plus vite, je trouve. Et cette méthode d'entraînement, vous la préconisez même hors camp d'entraînement, ou vous dites que peut-être parfois hors camp d'entraînement, c'est bien de revenir dans la fosse un petit peu et de tourner avec tout le monde? Moi, je pense que si tu peux toujours t'entraîner comme ça, je pense que c'est le mieux. Après, c'est vrai que c'est bien aussi d'aller tourner dans des salles où il y a du monde pour tester ton niveau ou changer de partenaire. Des fois aussi, c'est bien tester avec d'autres sparring partenaires, tu vois. Mais moi, je pense que quand tu t'entraînes en comité restreint, c'est le top. Hein. Et toi, Delphine, pareil? Ouais, je suis grave d'accord. Tu vois, encore ce matin, mais même hors camp, il fait ça, tu vois. Nico, il voit une erreur, bam, arrêt sur image. Regarde, pourquoi tu fais ça, fais ci, fais ça, machin. Bah, t'as solutionné le problème, tu vois, tu refais plus la même erreur derrière. Donc, en fait, ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner tes rounds. Enfin, ça change tout. Ouais. Tu vois, il te donne surtout le petit détail qu'il te faut pour gagner. Donc, ouais. Et il y a aussi le truc aussi où tu t'économises pas. Tu sais, quand t'as un grand groupe, des fois, tu peux venir discuter ou t'entraîner, tourner doucement. Le coach, il a pas le temps de voir, tu vois. Quand vraiment t'es en comité restreint, t'es obligé de, tu vois, s'il faut être à fond, t'es obligé d'être à fond. Et surtout toi avec les sparring qu'on t'envoie. Ah ouais, Nico ne fait pas de cadeau. Avec qui tu tournes là? Là, en ce moment, je suis avec Benoît Saint-Denis. Ouais. Je suis avec Mickaël Lebou. Je suis avec Baki Nassourdine, mais Baki un peu moins en sparring. Je suis plus avec Benoît Saint-Denis, Mickaël Lebou. Hier j'étais avec Jorik aussi. Lundi, j'étais avec Jorik, c'était... En plus, il est lourd, Jorik. Ah ouais. Mais ça va, il fait attention. Ouais, il fait attention. J'avais vu une séquence de sparring où il tournait avec Damien, mais les deux s'envoyaient. Hein. Ouais. Et en plus, je le vois avec les petits gants, il doit être au moins 100 kilos, lui, toute l'année. Jorik, il est balèze, il est costaud. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi Youssef Bouganem, je l'ai oublié parce qu'il était pas là ce matin. Ouais. J'oublie, je trouve Yacine est là beaucoup avec lui. Yacine aussi, en plus, maintenant, il est dans ta catégorie de poids quasiment. Yacine? Ouais. Yacine, il est là aussi. Il est là, ça fait un moment qu'il s'est pas entraîné parce qu'il avait des petites choses à faire.
Mais ouais, sinon, je tourne beaucoup avec lui aussi, avec les frères Bouganem, franchement, c'est top. Et du coup, vu que toi, on va dire, t'es sur une sorte de demi-finale et que t'as Baki qui fait la finale pour la ceinture des welterweight, si tu venais à faire une belle performance, forcément, toi, enfin, je te pose la question, est-ce que c'est ton objectif d'aller chercher la ceinture de l'orga? Ouais, bien sûr, c'est mon objectif. Après, si Baki il gagne, il me semble que Baki c'est son dernier combat et qu'après il a des petites choses à régler au PFL, donc je pense pas donc ça pourrait te laisser la place. Ouais, ça pourrait me laisser la place et après voilà, on ira chercher cette ceinture. Hein. Et qu'est-ce que tu ambitionnes, on va dire, sur le long terme par la suite? Est-ce que tu cherches à aller au plus haut niveau, viser le PFL, le KS, l'octagon? Franchement, moi, la différence de Delphine, après Delphine elle est plus jeune, moi je cherche pas forcément l'UFC, tu vois. Je suis réaliste, je cherche pas forcément l'UFC. Là, si je prends la ceinture d'arrêt, je sais que ça peut m'ouvrir beaucoup de portes. Après, bien sûr, si les choses font que je peux y aller, j'irai, il n'y a pas de problème. Mais sinon, moi je pense que j'irai plus chercher une organisation qui va bien me payer et qui a une bonne image et qui va bien mettre en valeur, tu vois. Ouais. Parce qu'il faut quand même continuer à garder cette comment on appelle ça, cette image. Ouais. Parce que des fois, il y a des combattants qui sont très forts, on entend beaucoup parler d'eux, mais il suffit qu'ils signent dans une organisation un peu qui gère mal leur réseau, etc. On n'entend plus parler d'eux. Comme le PFL Europe, par exemple. Hein? Comme le PFL Europe, par exemple. Ouais, si, c'est vrai. Il y a plein de combattants archi forts, ils sont partis, ils ont signé, on sait même plus qui combattent. Je pense à Abdul quand tu me dis ça. Abdul, t'as vu? Ses performances, et c'est vrai que comme elle est pas trop accentuée au PFL, ouais. c'est un peu dommage. Ouais, grave, de ouf. Abdul, quand il était à Arès, c'était une superstar. Et tout le monde parlait de lui, truc. Là, il est parti au PFL alors qu'il a un niveau monstrueux, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'on parle plus de lui à sa juste valeur, quoi, comme quand il était sur Arès. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention en vrai, c'est ça. Hein. Après, il y a aussi la com qui est gérée aussi par le combattant. Comment vous gérez cette partie-là, Delphine, toi, par exemple? En termes de communication, tu as une équipe autour de toi ou tu essaies d'accentuer la com ou... Ouais, moi j'essaie. En fait, souvent quand il y a des caméramans qui viennent au club, j'essaie de récupérer les rushs et après je fais mes petits montages de mon côté. Ou dès que je peux faire des collabs avec des caméramans, je fais ça. Après, c'est moi qui gère ma com. C'est pour ça que je suis pas méga active parce que je travaille aussi à côté et tout. Mais ouais, j'essaie de faire de mon mieux. Je sais que c'est quelque chose qui peut t'ouvrir des portes, qui peut te faciliter le chemin, les embûches qu'on va te mettre ou pas te mettre. Ouais. Donc je sais que c'est important et j'essaie de travailler dessus. Et depuis ton annonce dans ta signature à Rest, tu as vu un peu la différence en termes de followers ou... Ouais, je crois que j'ai dû en prendre 500 depuis mars là. Donc ça va dans le bon sens. Ouais. En fait, à chaque fois, dès que je combats, j'ai une vague où je gagne des gens sur Insta. Ouais. C'est vrai qu'il y a une fenêtre d'ouverture, on va dire, sur la Fight Week et l'après-combat, mais que quand il y a... Le mois précédent et les 2-3 semaines après, tu gagnes pas mal de monde. Ouais. Et toi, Wissem, au niveau communication, je pense que tu as tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il faut au niveau communication, toi. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut, mais ça manque encore un petit peu, je pense. Hein. Je pourrais encore mieux faire, ouais. En vrai, moi c'est pareil, hein, j'essaye de trouver des fois des vidéastes, des mecs qui peuvent venir me prendre en photo, me prendre des petites vidéos pendant mon entraînement, histoire de poster un petit peu. Après sinon, ouais, c'est pareil, hein, des vidéos quand on me filme, je reposte. Je fais des fois mes petits montages tout seul, par exemple quand je fais mes prépas physiques. Voilà, on me filme sur ma prépa, après je fais mon montage tout seul, parce que voilà, c'est rapide. Et sinon, j'ai des amis aussi qui sont connus, comme Kamel l'Ancien. Youssef Bouganem aussi qui me partage beaucoup. Qui ont une bonne communauté. Ils ont une bonne communauté et ça m'a vraiment donné beaucoup de force et beaucoup de monde qui me suivent par rapport à eux aussi, tu vois. Donc voilà, hein, et après je pense que les journalistes ça vient en fonction de tes performances aussi, tu vois. D'ailleurs, vous avez reçu des demandes d'interview pour ce combat-là qui arrive? Ouais, j'en ai reçu quelques-unes, pas encore on va dire de médias super connu, mais ouais, il y a... Et Média MMA, t'en as reçu quand même? Il y a de la demande un petit peu. Ouais. Et toi, Delphine? Moi, j'ai eu 2 Média MMA, toi et No Sense. Oh, c'est déjà bien. Après, c'est vrai que, quoi qu'il en soit, le MMA, ça reste un microcosme. Il n'y a pas tellement de médias qui sont présents. Mais ouais, c'est ça. Après, on doit faire parler, des fois, on doit faire parler de nous-mêmes, quoi. Par nos performances, par nos propres médias, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de combattants, et je pense à Alex Pereira ou même Max Holloway qui sont au plus haut niveau et qui ont eux-mêmes leur vecteur de communication. Par exemple, une chaîne YouTube où
où ils vont montrer en fait leur camp d'entraînement, où ils vont s'auto-interviewer. Quelque chose qui se développe de plus en plus. Et je pense que c'est un peu l'avenir, ça, en termes de communication. Au moins, vous savez que vous n'avez pas à attendre un média, parce que malheureusement, moi, je trouve que les médias, ils parlent toujours des mêmes personnes. Ouais, Je pense que c'est bien un petit peu de donner la parole à tout le monde. Après, bon, moi, maintenant que je suis dans le YouTube game, je vois que parfois, c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que quand tu vas parler, par exemple, de la Fight Week de Cédric Doumbé, les chiffres, ils vont exploser. Et parfois, en fait, en fonction des actualités, bah, ça fausse un petit peu les stats. Mais je pense que c'est une bonne chose à faire, en tout cas, d'ouvrir sa propre chaîne YouTube et de communiquer à travers ça. Je pense que c'est... Ouais, c'est important. Ouais. Surtout quand tu es un combattant, il y a le combat, mais aussi la partie image. Ouais, bien sûr. En plus, ça joue aussi, même en termes de négociation, comme tu as dit, pour éviter les embûches et même surtout pour négocier en termes de salaire. Ouais. En parlant de salaire, je crois malheureusement, il n'y a plus le bonus des 10 000. Arrête. Ouais. Oh. Un fois à vérifier. Ah ouais, mais moi, j'ai pas entendu ça. J'ai entendu qu'il l'avait pas donné au dernier. Ouais, c'est ça. Écoute. Moi, c'est ce que j'ai entendu aussi. J'ai entendu que le dernier, apparemment, ils n'avaient pas fait assez d'entrées. Ok, donc ça va être en fonction des entrées, quoi. Ouais, enfin, si je peux... Je sais pas. C'est ce que j'avais entendu, en tout cas. Apprendre avec des pincettes. Mais en tout cas, c'était un facteur motivant, ça. Ça m'a même coûté une défaite, moi, un jour. C'est vrai. Ah ouais. Mais on avait combattu le même soir. Quand je mets un knockdown et je lis des relevé parce que je vais le bonus. Et je me fais soumettre par la fin, malheureusement. Aïe. C'était sur RS2, ça, non? Exactement, RS2, ouais. En plus, toi, t'étais venu en short nudis à ce moment-là aussi. Et à ce moment-là, je devais prendre un bonus, moi. Ils me l'ont pas donné. Pourquoi? Bah, c'était à l'époque des votes Twitter et tout là. Oui. Et je me rappelle, tout le monde avait voté pour moi et tout. Et du coup, tu l'as pas eu? Ils me l'avaient pas donné, tu vois. Ah ouais, donc faut réclamer ça. Ils me l'avaient pas donné. Ils en avaient donné 2 à Abdul ce soir-là. C'était un truc de ouf, j'avais trop la rage. En plus, mais c'est vrai que le vote de Twitter, c'était bien, mais pas bien, parce qu'en réalité, t'avais même à faire une contre-performance limite. T'as 50 000 abonnés sur Twitter, tu dis votez pour moi. Et, j'avoue. Ouais. Et en parlant de prime, je sais pas si vous avez suivi, mais pour le combat qu'il y a entre Michael Lebou et Aminaï, vous avez vu le concept? J'ai vu, c'est 50 000 pour le gagnant, rien pour le perdant. Non, Michael m'a expliqué, je crois, c'est celui qui gagne, je crois, il prend 30 000 et le perdant, il prend juste 10 000, je crois. Moi, j'ai entendu 40 000 pour le gagnant et 10 000 pour le perdant. En gros, ils donnent 3/4 de leur bourse. Ouais, c'est chaud, t'as intérêt à gagner. Hein. Toi, t'acceptes toi si on te propose ça? Non, franchement, à part si je suis sûr de gagner. Ah ouais, après, tu connais, Mais on est jamais sûr dans un combat, ça peut aller vite. Hein. Ouais. Et toi, Delphine? Moi, je suis joueuse. J'ai confiance en moi et ouais, je pense. Si je suis sûre de moi, que je suis bien préparée. Une sacrée pression. Moi, au début, je pensais que ça allait vraiment être rien pour le perdant. C'est un risque à prendre, ça aussi, hein, mais bon, au moins, faut recouvrir les frais de la prépa. Ouais, c'est ça, parce que j'allais dire quand même, ça coûte un camp. Hein. Ouais. Franchement. Mais même en termes d'énergie, surtout, c'est. Voilà quoi. Ouais. C'est pas évident. Et comment est-ce que vous le voyez ce combat-là? Je sais qu'il y a eu la conférence de presse, moi, j'ai pas pu suivre. J'étais ailleurs, mais comment est-ce que vous le voyez, cette visionomie de combat? Toi en plus tu connais Michael Lebou comme Amin Ayoub aussi? Ouais, Amin Ayoub je le connais moins bien, je me suis jamais entraîné avec lui. Après ça a l'air d'être un mec coriace quand même, tu vois. On l'a vu face à Damien, c'était quand même coriace, tu vois. Et Mika, j'ai l'habitude de m'entraîner avec lui. Mika c'est du solide, tu vois. C'est quelqu'un qui lâche pas, il a l'expérience. Franchement, moi je mets un petit quand même 60-40 pour Mika. Pour Mika? Ouais. Et même si tu prends du recul et t'enlèves, on va dire, le quota affectif, tu vois, ça sera toujours pareil. Si t'enlèves le quota affectif, parce que comme ouais, franchement, parce que Mika, il est quand même. Il est déjà costaud. Je pense qu'il sera beaucoup plus costaud que Amin. Et Mika, debout, il est solide. Tu vois ce que je veux dire, il tombe pas comme ça. Et plus la lutte, tu vois. Je pense que ça peut. Ouais, tu vois, un 140 pour Mika? Ouais, franchement, ouais. Et toi, Delphine? Moi, je pense, j'avoue, j'ai pas assez étudié le truc pour me positionner. Mais si tu devais prendre du recul et comparer, on va dire, la carrière des deux en termes d'expérience, en termes d'adversité? Bah après, j'ai eu l'avis de Nico dessus, donc je peux le répéter bêtement, mais... Tu peux le répéter ou pas, l'avis de Nico? Je pense c'est ok. Bah oui, pourquoi il n'y a pas de mal? Non, bah lui, il disait un petit peu comme Wissem, en fait, il disait que déjà, Amin Ayoub, il est pas gros pour sa KT. Ouais, c'est un petit lightweight. Ouais, c'est ça. Après là, c'est en catchweight, c'est en 72 kilos. 72 kilos. Ouais, c'est ça. 72, ouais. 72 kilos, ouais, je vais vérifier, mais ouais, c'est 72 kilos. Mais du coup, si c'est pas un gros 70 et qu'en plus ça monte à 72, c'est encore plus à son désavantage. Et après, il disait que Mika, en fait, il est malin parce que il trash talk à mort.
tu crois qu'il va venir pour essayer de te foutre en l'air dans la cage, sauf qu'il fait un combat stratégique. Ouais, Et que- très vicieux. Tu sais, du coup, son trash talk, comme il va pas avec 72 ce qu'il kilos, fait dans ouais, la c'est ça. cage où il est super malin, méthodique et tout, bah, il dit c'est une galère et les gens ils le prennent, ils rentrent dans son jeu du trash talk, mais ils captent pas que c'est pas ce combat-là qu'il va leur offrir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, je te dis la vérité, je comprends pas comment ça se fait que ce combat il a eu lieu. Parce que Mika, on va dire que lui, il fait des combats comme ça ça lui permet de continuer à combattre tranquille et prendre son oseille, tu vois. Mais Amine, je sais qu'il avait signé à Hexagone. Après, il y a une passerelle entre Hexagone Il avait et. combattu. Et moi, je pensais qu'il allait plutôt aller chercher la ceinture, tu vois, avant de faire des combats comme ça, tu vois. Mais Parce que ça, en vrai, c'est un combat. Après, peut-être ça lui permettrait de monter dans le ranking, c'est ça? bah, C'est quoi le après, sens qu'il y a dans ce combat Ouais, en fait? qu'est-ce qu'il y gagne lui? Bah, je pense Quoi que comme on dit, c'est le combat du peuple. En tout cas, je sais que ça va un petit moment que les deux ils ont commencé. L'année dernière, juste après, bah, j'avais combattu avec Amin Ayoub sur la même carte à RS 21, je sais plus, c'était en juin dernier. On l'avait reçu à Amin et déjà, il avait commencé à envoyer des petits messages en disant qu'il aimerait bien affronter un mec comme Mika. Ah ouais. Et après, à ce moment-là, je sais pas si ça pouvait se faire. Non, mais Mika, il n'était pas sous contrat avec le KSW. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il a gagné? Ben, je pense que c'est un peu l'ego qui parle aussi. Hein. Forcément, quand il y a des sorties médiatiques et que tu en as un qui balance un petit peu des choses à gauche, à droite. Après, qu'est-ce qu'il a gagné en termes de ranking? Je sais pas, parce que là, le combat, ils ne seront pas classés vu que c'est un catchweight. Ah ouais, en Ah ouais, plus. bah, Normalement, donc, Ah, ouais, non. normalement, il y Ouais, aura c'est pas vraiment un de- combat de. Comme il dit, le jeune qui va aller chercher l'ancien. Ouais. Exactement, ouais. Mais en plus, c'est vrai, Amin Ayoub, du peu que je le connais, ça a l'air d'être genre un champion du peuple. Ouais. Tu vois, j'avais entendu, enfin Guillaume Pelletier, il m'avait dit, en gros, il avait refusé un combat à l'UFC, un short Ouais, notice, c'est parce ça, qu'il devait pour, combattre dans sa ville. Tu vois, quand tu fais ce genre de choix, c'est que tu veux Mais régaler les gens. Mais il l'a regretté. Hein. En plus, après, ça s'est même pas fait et tout. Arrête. Crois-moi que si ça devait Oh. se représenter, Ouais, il referait plus la ouais, même erreur. il réagirait pas comme ça parce qu'en fait, il devait combattre à Nantes sur un hexagone qui était en copromotion avec le Brave. Et finalement, bah, vu qu'il était en contrat avec Ares, a priori, il y avait eu on va dire, des promesses orales. Ouais. Mais voilà, ça s'est pas fait finalement, donc il a bien regretté. Donc ça, ouais, c'est un combat que je vais pas rater. Franchement, c'est un combat que je vais ouais. pas Ah ouais, rater. ça, c'est Ah sûr, ouais, ça. de ouf. En Ouais, plus, il y a du ça, trash talk c'est une semaine après votre événement, c'est bien ça? C'est une semaine. Non, c'est une semaine C'est avant. avant. Ah, Ouais. vous c'est Ouais. le. Lui, c'est le 10. Eux, c'est le 10 mai, ouais. C'est À après, Lyon. une semaine après, c'est le PFL. Ouais, 10 mai, et le soir même, on a Benoît Saint-Denis contre Alvarez. On a Manon Choro aussi, c'est le même soir qui combat Ouais, ma chef ceinture. Chenko. Et une semaine après, on a vous sur le RS. Et après, il y a le PFL. Je crois dans les semaines qui suivent, je vais regarder en direct parce que j'ai plus la date. Mais en tout cas, ça va être un bon mois. Mm. On a le 24 mai, ouais, donc c'est quasiment 2 semaines après vous. Ouais. Ouais, donc ça laisse un. Mais c'est vrai que un la bon carte mois du de mai. KSW, elle est pas mal hein, pour le 10 mai. Hein. Ouais, il y a eu des. il y a eu Franchement, pas mal de- elle m'a hype plus que celle du PFL. Ah ouais, là au PFL on a Mansour, on a Patrick Abirora, il y a Taylor Lapillus. Après il y a Azael qui sera sur la carte aussi, je crois. Ah, Ah trop ouais bien. Ouais, si, enfin, Ok, c'est bah ça pas- va, en c'est fait, même il y a une pas, je vraie crois, carte, si, il y a une belle carte. Ouais. Solide. Il y a une belle carte. Bon, on va passer à l'UFC 314. Déjà, on va commencer par la victoire d'Honora Cornell. Vous avez pu voir le combat? On est en toute franchise, hein. Après Ouais, c'est ouais. tard, parfois c'est compliqué de suivre quand Ouais. on est en entraînement. Mais vous avez quand même pu suivre le Ouais, combat. moi, j'ai regardé le combat, moi. Ouais, moi aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Belle perf, hein. Ouais, belle performance. Franchement, ouais, elle est sur 2 finishes en plus à l'UFC. Ouais. Mais ce qui est fort, c'est qu'elle l'avait prédit. Alors que quand elle a dit soumission, moi je me suis dit c'est de la Ouais. désinformation. Ouais. Genre elle veut la finir debout. Et en fait, elle a vraiment fait Ouais, sa soumission. Elle a fait. Ouais, je En me plus- suis dit bonhomme, Ouais. franchement propre. En plus, à la fin du premier round, tu sais, on a pu entendre ce qui s'est dit dans son coin et tout. Je crois que Johnny lui dit de défendre toutes les amenées, de plus ouais. aller au sol. Il m'a dit de rester debout, tu vois. Et dès que le deuxième round il est parti, elle est repartie direct au sol. J'ai dit, ah ouais, elle a vraiment pas. Et ça a payé, hein. Ça a ouais. payé, franchement. Ouais, ouais. Félicitations à C'est elle. hein. souvent comme De ça. ouf. Après, Elle a c'est- pris l'étranglement, elle a pas lâché. Hein. c'est Ah, vrai. c'était beau, hein. Après, c'est vrai qu'en termes de coachabilité, parfois, il y a ce que tu entends et ce que tu ressens dans le. Ouais, ouais. exactement. Et Mais ça, forcément. c'est une combattante instinctive. Ouais. Et en termes de coachabilité, comment ça se passe généralement, vous arrivez à écouter les consignes? Ouais. Ouais, Moi, je sais qu'un jour, il y a un combat, il y a une vidéo où Nico il dit arrête de me regarder. ouais. Non, moi, Nico et même mon autre coach H, ils Ouais. disent ils ont l'impression de jouer à la play. Ouais, c'est vrai. Genre donc vraiment, Tu facilites le truc.
Ouais, je bien, suis méga focus, j'entends que leur voix. Des fois, on me dit, ouais, t'as entendu, il y a eu la Marseillaise pendant ton combat. J'ai rien entendu. Je fais genre, ouais, j'ai kiffé, merci. En vrai, j'ai juste entendu, calf kick, truc. Et ouais, je suis super focus sur ce qu'ils disent. Et je suis bien coachable. Ouais. Que tu me dises les consignes avant de rentrer ou pendant, j'arrive bien à l'adapter. Ouais. Oh, c'est une bonne mais du chose, coup, je suis pas assez instinctive. Tu vois, Nora, elle voit un truc, clac, elle saute dessus et ça marche. Ouais, après, de toute manière, l'instant, il sort que quand il y a, on va dire, par dépit. Hein. Ouais. Que le jour où tu seras amené peut-être à ne pas entendre forcément. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et toi, Wissem, comment ça se passe la coachabilité avec toi? Moi, debout, ça va, j'arrive à écouter ce qu'on me dit. Ouais. Tu vois, mais après, une fois que je suis au sol. C'est ta maison. Ouais, c'est mon élément et c'est plus à l'instinct, comme tu dis. Tu sais, des fois, c'est vrai que tu peux voir des trucs à l'extérieur, mais quand tu es dans le combat, c'est différent, tu vois. Quand le mec, tu l'as dans tes jambes, tu vois que tu ressens tous les faits et gestes qu'il fait, comment il bouge. Donc en vrai, tu réagis plus à l'instinct, tu vois. Et des fois, c'est aussi selon ton état de fatigue. Parce que des fois, il y a des choses que tu sais que tu peux faire, mais tu sais, avec la fatigue, l'adrénaline et tout, tu te dis, vas-y, je vais pas les faire, je vais rester là, je vais sécuriser, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc quand je suis au sol, moi, c'est beaucoup l'instinct. Et comment vous gérez la pression généralement lorsque, par exemple, vous êtes sur la Fight Week, la veille du combat ou même dans les vestiaires? Vous êtes plutôt détendu ou plutôt électrique? Vas-y, Dachine. Moi, je suis zen. Hein. Zen. En fait, je me dis, c'est plus le moment de stresser, tu vois. Genre, c'est comme, je sais pas, t'as un examen. Soit t'as révisé, soit t'as pas révisé. Mais dans les deux cas, en vrai, faut y aller. Commence pas à te prendre la tête. Avance, marche et fini, quoi. Donc, moi, je suis calme, franchement. Je gère bien le truc. Après, pour l'instant, tu vois, je suis pas une superstar. J'ai pas... une pression énorme, mais pour l'instant, je gère bien. Et toi, Wissem? Moi, le stress, il arrive à deux moments. Au moment du cutting, quand t'es dans le cutting, dans le bain et tout, là, t'es là, tu souffles, tu dis ça, c'est le combat, tu vois. Après, ça y est, dès que tu recharges, là, tu te sens bien et tout, tu récupères, ça y est, t'as oublié le combat. T'as l'impression que tu combats même plus, quand t'as remangé, t'as bu, tout ça, t'es trop bien, en fait. T'as goût à la vie. Après, le lendemain, tranquille, tu te réveilles doucement et tout, c'est cool. Et après, c'est vraiment entre l'échauffement. Quand tu t'échauffes, quand t'as fini de t'échauffer, le mec il t'appelle, il dit ça à toi. En fait, ce moment-là est le moment où t'arrives dans la cage, tu vois. Entre ton entrée et la fin de ton échauffement, là, tu vois. Ce petit moment où t'es dans les couloirs là et t'attends qu'il t'appelle pour que tu rentres. C'est ce petit moment-là où il y a un petit stress. Ça peut être un moment d'inconfort, mais faut s'y faire avec l'inconfort. Et des fois même, il te met ton adversaire juste en face de toi. T'as lui qui attend. T'es là, tu rentres, vous êtes tous les deux en face. Tu te dis, putain, on va se tuer là dans la cage. Là. Moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, mon cerveau il est sur off. En gros, genre, c'est bon, il n'y a plus de pression, quoi. Ouais, moi, je sais que pareil, je suis avec mon équipe, tu vois, j'ai confiance et ils me suivent depuis le début et tout. Donc en vrai, je pense que le stress, faut le laisser. Ça me l'enlève parce que tu vois, je suis avec des gens en qui j'ai grave confiance, je peux aller au feu avec eux. C'est vrai, c'est réconfortant ça. Et d'ailleurs, en parlant de coaching, est-ce que vous avez déjà eu une mésaventure, un coaching qui s'est mal passé, par exemple? Je sais pourquoi tu rigoles. Toi, Delphine, généralement, tes cuttings, ça se passe bien? Non, moi ça va, je fais pas des gros cuts. Après, c'est plus dans les régimes des phases où ça se passe mal. Genre, je suis pas censée manger ci ou ça. Et clac, ça arrive dans ma bouche. Mais non, les cuts, ça va, franchement. Moi, j'ai pas de problème en général avec le cutting. Juste le pire de mes cuttings, c'est quand j'avais combattu contre... Ouais, non, faut que tu le racontes celui-là. Je sais pas si tu recommandes Delphine. Quand j'ai combattu contre King Hammer, là... Pendant le ramadan. Pendant le ramadan et j'ai fait mon cutting en jeûnant, c'était le pire truc. Mais est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît? Même là, au jour d'aujourd'hui, là, je me dis, mais comment j'ai fait? En plus, on te parlait, mais ton cerveau, il dit non, vous inquiétez pas, je suis bien. Non, mais il faut que tu racontes déjà le protocole, parce qu'après, généralement, un cutting, il se fait la veille de la pesée, donc à 36 heures du combat. Donc tu cuts la veille de la pesée, on va dire, tu commences à 20h, tu perds l'eau, parfois le matin même, et à 9h du matin, tu te pèses. T'es entre 9h et 11h, généralement. Tu te pèses et tu recharges, donc tu bois, tu manges, etc. Donc, moi, toi, qu'est-ce que t'as fait par... Moi, j'ai fait un truc de ouf. Moi, en fait, le combat, je me rappelle encore de la date, c'était le 16 avril. Le ramadan, il débutait le 1er avril. Donc, le combat, il était à 15 jours en plein milieu. Moi, je me suis dit, comme ça tombe dans les 15 derniers jours, c'est généralement les phases où tu ralentis, tu t'entraînes plus dur comme durant la prépa. Je me suis dit, ça va le faire. Donc je commence, la première semaine, elle se passe bien. Ensuite, à la semaine du cutting. Donc au début, avec le ramadan, ça va. Le soir, je mange tranquille et tout.
Et c'est vraiment en fait, les 2 jours avant. En fait, la pesée, c'était le vendredi matin. Du coup, je mange le mercredi soir. Ouais. Et après, je mange plus tout le jeudi. Ouais. Après, le jeudi soir, Tu cut. je bois un petit truc vite fait. Alors que ça fait 24 heures que je suis en diète, tu vois. Ouais. J'ai pas mangé, c'est le ramadan, tu vois. Donc, depuis le mercredi soir, j'ai pas mangé. Le jeudi soir, je commence mon cutting. J'ai déjà presque rien dans Bah le ouais. ventre. Je perds, je me rappelle, j'étais à 82 kilos. Et c'était en 84 C'était en 77. 77 le combat. Ouais. Je perds 5 kilos. Je perds 5 kilos. Mais tu le sentais qu'il était dur le cutting ou ça va? Hein? Le cutting Il était est archi dur. Il Ouais. est archi dur. J'étais comme ça. Ouais. Le vendredi, donc la pesée, c'est le vendredi matin. Ouais. Donc je perds mon poids. En plus, je l'ai perdu super tôt. Genre, je l'ai perdu vers 23h minutes, tu vois. Donc là, ça fait déjà presque. Ça fait plus de 24 heures que je suis en état de jeûne, plus le cutting, tu vois. Le matin, attends. Et je crois que même je perds 1 kilo en dessous du poids. Donc je bois un petit peu, nanani, nanana. Le matin, c'est la pesée à 9h. Ouais. En plus, je vais super tôt. Parce que j'arrive pas trop à dormir. Ouais. Tu vois, je vais super tôt, je me pèse. Ouais. Et là, je reste. Je me pèse à 76,5. Et là, je reste en état de jeûne Le jusqu'au jeûne, soir. jusqu'au Mais combat. En fait, j'ai pourquoi- presque pas mangé pendant 48 heures. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai fait un truc Et de du fou. coup, en gros, t'as pas mangé jusqu'au soir. Et toi, t'as combattu vers 20h30, non? 21h? J'ai combattu. J'étais en commune event. je Donc, me en gros, rappelle. t'as coupé ton jeûne le jour du combat. Non, après, le jour de la pesée, Ouais. du Ouais. coup, je coupe mon soir. jeûne le soir. Ok. Mais mon estomac, il s'était tellement rétréci, Bah ouais, etc., tu as avalé. que je peux rien manger. Donc, je fais le processus d'hydratation. Je me réhydrate déjà dans un premier temps. Après, je mange un peu. Après, je suis obligé de rester réveillé longtemps pendant la nuit parce que si je Ouais. vais dormir, je vais encore perdre du poids et je vais. Tu sais, j'essaie Ouais. de. Donc, j'ai pas beaucoup dormi la veille du combat. J'essaie de manger, etc. Ensuite, donc, je dors pas beaucoup, je dors tard. Je me lève à midi. C'est le jour de Ouais. fight. Je jeûne. Je jeûne le jour du fight. Non, mais c'est pas un truc de fou. Ouais. En fait, moi, dans mon délire, je pensais ne pas jeûner le jour de la pesée, le jour Ouais. du fight. Donc, moi, je te dis la vérité, si j'aurais fait ça va. Ouais, ça aurait changé. les Ça aurait bails. changé la donne, tu vois. Ah, mais Mais après, vas-y. Tu connais. dans ta tête, tu te dis non. On est venu, on m'a fait des rappels, on m'a dit tac, tac, tac. Soit t'annules le combat, soit tu jeûnes. Ouais. Soit l'un, Et soit des l'autre. rappels catégoriques et tout. J'ai dit, bon. J'ai dit, ouais, mais c'est mon Tu travail. te dis que tu vas être Non, récompensé parce que t'as c'est jeûné. pas ton travail. Faut que tu jeûnes. Après, j'ai dit quoi? J'ai dit, bon. En plus, c'était à Paris. En vrai, j'aurais pu lui dire, si ça aurait été dans une autre ville, j'aurais pu ne pas jeûner en étant en voyage. Tu vois, quand t'es en voyage, t'as le ouais, y a droit de des pas conditions. jeûner et tout, tu vois. Là, il y avait rien en fait. J'étais obligé de jeûner. En vrai, voilà quoi. Après, j'ai fait le combat, j'étais à 76. En plus, Félix Kinkamer, là, il est parti, il s'est pesé le dernier. Je me rappelle, c'était le dernier à se peser ce jour-là. Là. Dans la cage, il faisait au moins 93 kilos. Moi, j'étais à 77. En plus, je viens, je m'échauffe. Nico, il était là. Ah il ouais. était il était dans le vestiaire. Je viens, je fais mon échauffement, je commence mon échauffement. Ouais. Hop, c'est l'heure du Marlob. Hop, je prends une petite date. Je bois mon petit verre de lait. Et je reprends le pao. Bouf, je vais aux toilettes, je vomis. En fait, ouais, tous les signes, ils étaient Il au y avait tous les rouge. signes. En vrai, j'aurais dû dire je me suis Ouais. blessé. J'aurais même pas dû monter, je sais même pas pourquoi. Mais après, Mais bon, en fait, moi, c'est quelque chose qui te. tu sais, t'arrives, t'as l'engouement. J'avais fait un Ouais, bête de tu- premier fight Tu voulais la ceinture. avant, tu vois ce que je veux dire. Il y avait un peu de hype et tout. J'ai dit non, vas-y, tu sais, c'est le. Comment on appelle ça? Je voulais Ouais, faire le t'étais rapace. sur une bonne lancée. J'étais sur le truc, mais en fait, j'aurais pas dû le faire. J'aurais jamais dû le faire pendant le ramadan. Comme il dit Khabib, Ramadan is Ramadan. Ouais, No non, fight. Vaut mieux. Ah Voilà, il n'y a ouais. pas de, Soit tu y a le pas fais, de soit combat. tu. Ouais, non. c'est ça. Ouais. Ouais, donc pire expérience, quoi. Parce que déjà Ouais, que c'est ma c'est pire- dur franchement, c'est ma pire normalement. De Mais ouf. pendant le ramadan, Ah, ouais. c'est une dinguerie. Et à ce moment-là, tes coachs, ils te disaient quoi? Hein? Tes coachs, ils. Tu connais les coachs, c'est pas leur partie ça. Ouais. Ils m'ont dit à l'avance, au début, ils m'ont dit non, le fais pas et tout. C'est un ramadan après. C'est vrai que quand des fois, tu vois qu'un combattant, il est buté, il vaut mieux pas Ouais. mettre d'onde négative. Après après le coach, quoi qu'il arrive, il est avec toi. C'est-à-dire, il va venir. Je me rappelle à l'époque, j'étais avec Achille et tout. Il voulait pas que je le fasse, tu vois. Ouais. Après, tac, tac, moi j'ai pris la tête, elle a dit non, c'est une occasion et tout. Et moi je connaissais pas en plus ce King Hammer, j'ai regardé vite fait, je pensais que c'était juste un mec comme ça, tu vois. En fait, il était solide. Hein. Il était solide, j'ai dit ah. Et tu l'as ressenti dans le combat, là, le manque de force? Ouais, je l'ai ressenti parce que j'arrive à le ramener au sol, je prends son dos et quand je prends son dos, je sens que déjà, même l'entrée en fait, tu sais, à 21h, moi j'ai combattu vers 21h30 et moi souvent c'était l'heure à laquelle je faisais ma sieste pendant le ramadan. Je coupais et je faisais ma sieste à ce moment-là. Ouais, ouais.
Et en fait, mon cerveau, quand je suis arrivé à 20h30, Ouais, 21h, je te jure, je voulais pas combattre. Genre, j'avais envie de dormir. J'étais vraiment pas dedans, vraiment. Ça va être compliqué quand même. Hein. Ah, je suis rentré, j'étais fatigué. Ouais. Ah, j'ai fait. Je le ramène quand même au sol et j'ai senti qu'au sol, j'étais faible. Voilà, en tout cas, un conseil pour ceux qui veulent. Choisissez. Ah ouais. Le soit jeûne ou le l'un, soit ramadan. l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, on va revenir sur l'UFC 314. On va revenir sur quelques combats de la main card. Il y a un combat que vous avez apprécié particulièrement ou que vous attendiez? Moi, j'attendais beaucoup celui de Makaté, c'était en prélim encore. Ouais. Yann contre Jean-Di Roba. Ok. Et franchement, j'ai été étonnée par ce qui s'est passé. Après, dans la main card, tout était plutôt explosif. Ouais, hein, ça a franchement. tenu, les combats, ils ont tenu leurs promesses. Ouais. Ouais, c'était un bel UFC. En plus, je vois le public, souvent, il huait. Je me disais, putain, ils sont exigeants. Ouais, ils sont durs parfois. Hein. Des histoires comme ça où les publics, ils veulent un peu plus de sang. Et toi, Wissem? Moi, c'était vraiment le combat de Pimblet. Hein. Je voulais vraiment le voir contre Chandler là. Ok, Chandler. Et franchement, j'étais surpris. Hein. Je pensais vraiment pas qu'il allait faire une masterclass comme ça face à Chandler. Même si on sait que Chandler, voilà, il est là pour faire le show. Mais jusque là, c'est vrai qu'il avait contre-performé, mais c'était toujours face à du top 5, tu vois. Ouais, donc on s'est dit aussi, il y a de l'adversité en face. Après, voilà, Pimblet, c'est quand même un client, mais je me suis dit que quand même, Chandler, il allait. Ouais. Même s'il perdait, je me serais pas dit que ça serait sur ça. Je me serais dit que ça allait aller jusqu'à la décision, ou alors Chandler, il allait le mettre KO, tu vois, sur une frappe, tu vois. C'est vrai qu'il y a encore même 1 an ou 2 ans, jamais on aurait dit que Pimblet aurait tapé Michael Chandler. Moi, j'ai été déçu parce que déjà, faut voir une chose, c'est qu'en fait, depuis son arrivée à l'UFC, les seuls gars qu'il a battus, c'était Dan Hooker et Tony Ferguson qui était sur une descente aux enfers. Ouais. Et là, il est sur 2 victoires pour 5 défaites. Mais franchement, en fait, moi, c'est la manière dont il perd qui me dérange un petit peu plus. Que même contre Charles Oliveira sur le premier combat ou contre Dustin Poirier, il a toujours des moments forts. Mais t'as l'impression qu'en fait, il est là pour son highlight. Une fois qu'il a assez d'images pour le highlight. Mais tu vois, le combat contre Oliveira, c'est le pire combat. Je me dis, putain, le mec, il est là à un moment, il le sonne, le knock-out le et premier tout. combat, ouais. Tu te dis s'il aurait, je sais pas, un petit peu d'intelligence, tu sais, tranquille, tempère un petit peu, garde, frappe, mais garde, tu vois, tempère un petit peu. Moi, je me dis qu'il aurait pu être beaucoup plus fort, il aurait pu gagner beaucoup de fights où il a perdu, mais comme tu as dit, il est là pour le spectacle, faire du show, tu vois. Bah, c'est dommage. Après, dommage. Bon, je sais pas comment il négocie, mais généralement, les primes, elles se doublent ou tu as une partie de la prime quand tu gagnes. Après, lui, ouais, c'est ce qui me déçoit en fait. Après, tu avais aussi Patrice Pitbull qui faisait son premier combat à l'UFC, qui a perdu contre Yair Rodriguez. Et c'est là où, en fait, où je vois, pourtant, au Bellator, c'était le Graal. Ouais. Et là, quand tu vois en fait à l'UFC, il tombe contre des top 10 et en fait, on voit qu'il y a vraiment un fossé entre l'UFC et les autres organisations. Ouais. Parce qu'il y a très peu de personnes qui ont su exceller, en tout cas du PFL à l'UFC ou du Bellator à l'UFC et qui ont su exceller. Et on voit quand même la différence de niveau. Après, il lui passe quand même son anti-style. Je crois que c'est Antoine Simon qui disait ça aux commentaires, ou Taylor, je sais plus. Il disait en gros, ils aiment bien l'UFC montrer que dès qu'il recrute quelqu'un, il est un peu en fin de vie et il n'a pas le niveau de l'UFC. C'est vrai que forcément, ça valorise le niveau de leur champion. Et par exemple, tu vois, quand il fait son entrée contre Dan Hooker, Michael Chandler, il gagne avec la manière, il y a un call-out de ouf et directement, il le teste. Mais tu vois qu'il a le niveau dans le sens où le combat, les combats, ils se valent. Mais c'est juste que après, quand on regarde le bilan, c'est 2 victoires pour 5 défaites quand même. C'est énorme. Et Patrice Pitbull, c'est un combat à l'UFC et une défaite. Après, Paddy Pimblett, quand même, sur ce combat-là, on a vraiment vu une progression de ouf. Hein. Une progression de ouf dans des mauvaises intentions, dans les choix qu'il fait. Mais en fait, je vois beaucoup d'ouverture, moi, dans sa manière de. Après, on sait qu'il a un menton solide. Il a un menton solide et. Tu sais, Michael Chandler qui a l'habitude de rusher, de casser la distance et de boxer avec des bons crochets. Et en plus, je pense qu'il avait la clé du combat, c'était la lutte. Ouais. On a vu qu'il a réussi à prendre le dos à plusieurs reprises, à contrôler. Mais même au sol, hein, il est fort au sol. Hein. Il est fort au sol, Pimblett, mais quand même, je trouve qu'il y avait des moments où il contrôlait bien Michael Chandler. Mais on a vu que Paddy, en tout cas, dans le deuxième round, surtout, il a beaucoup laissé, j'ai l'impression, en tout cas. Paddy s'exprimer. Après, peut-être que c'était une faute d'énergie, mais ce qui me rend ouf, c'est que dans sa manière de communiquer,
t'as des préparations avec le Metin Ball, c'est super stylé, Ouais. super Instagrammable. Ah, Et les mecs, des fois, arrivent au bout de 2 minutes 30 il est mort. de combat. Après, des fois, ça veut rien dire. Hein. Prépa physique et tout. Ouais, Effectivement. ouais. Il est Comme la musculeux en gestion- plus, ça fatigue. La prépa, c'est un plus, tu vois, mais C'est la gestion de l'effort qui le meilleur cardio, c'est le sparring en vrai, tu vois. C'est quand t'as l'habitude de Effectivement. faire des rounds et tout, c'est le meilleur cardio pour le sport. Hein. Et donc, du coup, là, il y a eu un bon. J'ai pas les classements devant moi, mais je crois qu'il passe à la 8e ou 5e place. Paddy Pimblett. Je crois que j'ai vu 8 Ouais, oui, ce matin. c'est plus 8, ouais. C'est plus 8 et c'est Michael Chandler qui prend, je crois, la place de numéro 12. C'est vraiment parce qu'en fait, à un moment donné, ça parlait d'un potentiel combat, en tout cas, entre Benoît Saint-Denis et Paddy Pimblett. Et à l'époque, comme quoi, en fait, les MMA, ça va très très vite et c'est beaucoup la culture de l'instant. Ouais. On disait que non, Paddy Pimblett, à aucun moment, il pourrait passer Benoît. Et là, malheureusement, que pour Benoît, il est sur deux revers. Et là, si je demandais l'avis aux gens, ben forcément, je pense que les avis, tu vois, ils pourront changer. Mais bon, en tout cas, on aura le retour de Benoît, comme je l'ai dit, contre Joey Alvarez. Et je vous demanderai un petit peu votre avis, en tout cas, sur sa préparation. On va continuer. Et aussi, il y avait le combat entre Jean Silva et Bryce Mitchell. Ça, c'était un combat que j'attendais. Ouais, j'ai kiffé ce combat. C'était pas mal. Hein. Ouais. J'aime bien le personnage de Jean Silva, tu sais, un peu fou, un peu Ouais, chien de la c'est casse. un Ah, malade. c'est vraiment fou ce mec. Un peu chien de la casse. Ok, il est rentré avec des aboiements. Ouais, moi, je me régale. Ah. Quand il fait ça, je me régale. Et en plus, t'as le public qui. Même à la fin, t'as égalé quand même. Et non, j'aime bien le personnage. En plus, ils ont le vent en ce moment, là, le Ouais. Fighting Nair, là. Ouais. Mais Non. Bryce Mitchell, je suivais, je crois, depuis le teuf. Je trouvais qu'il avait c'est un excellent grappleur. Là, on était clairement sur une opposition de style, mais je voyais pas de solution pour Bryce Mitchell. Mais par contre, la soumission, je l'ai pas vu venir. Vraiment, je pensais que ça allait être plus un knockout, un KO pour Jean Silva. D'ailleurs, Surtout qu'il le relevait à chaque fois. Quand ouais, il le down. y a eu un deuxième round, je crois, il le met un knockdown. Ouais. Il va sur le grand end pound et il lui dit de se relever. Mais il Ouais. a trouvé aucune solution. Bryce Mitchell, malheureusement, tu sais, c'était un peu des takedowns panique, pas trop Ouais, préparé parce sur l'attaque. qu'il venait de se faire toucher, il était sonné, donc du coup il s'est dit je vais tempérer, je vais rentrer en lutte pour essayer de tempérer, tu vois. Mais comment il a pris le Bravo là, comme ça là. Il a Et- failli le prendre déjà au premier round. Ouais. En plus, je le travaille Ah. celui avec Medji. Ah bah merci, c'est Ouais. cool de le dire pour Jordan. Hein? C'est cool de le dire pour Jordan. Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave. Je le travaille, mais c'est spontané. J'ai pas dit que j'allais le faire. T'inquiète pas, j'ai un milliard d'autres techniques. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'on l'avait travaillé comme ça. Ouais. Hein, c'était pas pour Jordan. On l'avait travaillé comme ça, et à ce moment-là, je le vois, je dis oh. Ouais, tu vois que ça passe. Tu vois, ouais, je Ouais. vois que ça passe, je dis putain. En tout cas, non, il a pas respecté sa boxe ni sa lutte parce que il a avancé. Mais c'est vrai que je crois qu'il n'y a aucune frappe significative de la part de Bryce Mitchell, mis à part peut-être les low kicks Ouais. qui passaient. Mais sinon, non, c'était une belle performance de sa part. Il s'est fait rouler, ouais. Ah, il s'est fait rouler dessus, mais comme t'as vu, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais. Tu vois, quand t'as un lutteur qui est là, qui te rentre dedans, etc., et il lui a pris le Bravo, du coup, il a fait oublier la lutte. Ouais, c'est... Donc, il a pensé que à son coup, mais c'était déjà trop tard. Ouais. En Et, plus, et ce qui est bien, c'est qu'il même au sol, il l'a pas lâché, tu vois. Ouais. Il y en a pendant la tombée au sol, ils vont le lâcher, passer sur autre chose, tu vois. Lui, il l'a gardé Ouais, il la jusqu'au sentait sol, bien, parce jusqu'au que- bout. Et... ouais, comme elle a dit, même, il y avait une guillotine qui passait au premier round. Après, il a réussi à sortir Bryce Mitchell, mais Il a en pris fait, une guillot et le même Bravo. Ouais. Et il a fait la même sortie et il a réussi à sortir. il l'a tellement pas respecté, il a tellement été aussi menaçant que Bryce Mitchell, tu as vu, il faisait ce qu'on appelle les takedowns panique, tu sais, il rentrait sans Ouais, préparation ouais, d'attaque, et il se faisait souvent, il réussissait à bien défendre Jean Silva. Donc non, c'était une belle performance. Après, on a eu le retour de Volkanovski face à Diego Lopez, qui redevient nouveau champion de la catégorie, ça Ouais. m'a fait plaisir. Ça fait plaisir, Mm. grave. De Franchement, ouf. ça a fait Et plaisir. Volka, tout le monde l'adore. Ah, Ouais, franchement, t'en as qui sont comme ça. Ouais, ça a l'air qui d'être t'attachent un au bon gars personnage. de fou. Ouais. ouais, il combat avec le cœur, en fait, tu vois. Ça se voit que, Ouais. tu vois. Ouais, parce qu'il avait quand même essuyé 2 défaites contre Topuria et contre Makhachev. En plus, il avait même parlé à un moment donné d'une dépression et tout. Donc, on a même vu Islam qui a tweeté pour le féliciter, mais tu sais, ça fait plaisir à voir. Ouais. En plus, on sait que c'était Topuria qui a laissé la ceinture vacante. Topuria, c'est un champion particulier. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais Ouais. il croit beaucoup en lui. Bon, il y en a qui disent qu'il s'inspire beaucoup de Conor, mais voilà, c'est un champion qui a une aura différente. Alors que tu as Volkanovski, tu le vois souriant, danser. Ouais. Ça, c'est vraiment le champion du peuple, quoi. Exactement. Ouais. Mais d'ailleurs, juste pour finir sur cette UFC là, enfin, on a eu, comme j'ai dit, la ceinture vacante qui a été laissée vacante par Ilia Topuria, qui cherche à monter de catégorie. Je sais pas si vous suivez à peu près ce qui se dit. Là, il y a Javier Mendes, le
coach d'Islam, qui a dit que peut-être qu'il méritait, que Pimblet méritait la ceinture. Et moi, les avis en tout cas, c'est qu'un peu, on a l'impression que Islam, il est un petit peu en train d'esquiver le combat contre Ilia Topuria. Vous en pensez quoi? Moi, je pense pas qu'il esquive déjà. Islam, c'est pas quelqu'un qui va esquiver un combat. Après, j'ai compris en fait ce qu'il a dit. En fait, c'est pas genre tu viens, t'arrives de la catégorie d'au-dessus, tu te dis. Bah, en fait, c'est pas comme s'il voulait faire comme Volkan, faire le combat pour la double ceinture, tu vois. Là, il y a pas de problème. Là, en fait, il a laissé la ceinture des 66 pour venir dans celle des 70. C'est-à-dire, si tu décides de venir dans cette catégorie-là, avant de venir m'affronter, il va falloir que tu passes quelques gars. Effectivement. C'est une question de respect, je pense. De ce point de vue, ça a du sens. Ouais. Après, on sait que quand il y a un champion qui monte ou qui descend de catégorie, forcément, il y a toujours ce passe-droit. Ça fait un petit peu champion contre champion. Ouais. Mais c'est vrai que stratégiquement, je ne sais pas pourquoi il a en tout cas officialisé le fait qu'il laissait la ceinture, quoi. Peut-être que c'était dans les conditions. Mais en fait, c'est un petit peu décrédibilisé, je trouve, lorsque j'ai vu Javier Mendez dire ça sur un podcast, que Paddy Pimblet, en tout cas, pouvait avoir sa place. Après, en termes de. C'est vrai que c'était un combat en synchrone quand même. Donc, on sait que des fois, c'est un peu significatif. Mais j'ai du mal à voir, même en termes de communication, en termes de. J'ai du mal à voir, en tout cas, Paddy Pimblet. Non, Paddy Pimblet, pour moi, il devrait faire encore, je dirais même deux combats avant de. Ouais. Avant de pouvoir encore, il y a encore des mecs solides avant de pouvoir taper Islam. Ça serait trop tôt, tu vois. Ça ferait un bond énorme, tu vois. Pour moi, ce serait une mauvaise stratégie pour lui-même. Ouais. C'est un peu comme Benoît quand il a voulu faire un bond et affronter Dustin Poirier. Tu vois, c'est tout à son honneur, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il y avait trop d'écart. Faut pas sauter trop vite les échelons, je pense, tu vois. Et après, bon, ça, il y a des tenants et des aboutissants qu'on n'a pas, mais je te rejoins. Mais tu sais, a priori, parfois. Non, mais je comprends, c'était une bonne occasion. Apparemment, mais même c'est surtout que parfois, l'UFC, c'est compliqué de refuser les offres, tu vois. Ouais, je sais. Tu refuses, ils peuvent un petit peu t'en vouloir et. Voilà, genre te boycotter un petit peu. Mais non, je te rejoins. Et c'est vrai que là, ça a été mis à jour. Le classement, on n'a pas dit. En position numéro 8. Après, on a Gamrot, Dan Hooker, Dustin Poirier, Max Holloway, Gaethje, Oliveira et Arman Tsarukyan. C'est vrai que c'est une catégorie qui... Purée. Ouais, c'est la plus compétitive. Ah ouais, bah déjà, moi je pense que Arman là... Compliqué de passer. Hein. Non, mais je pense que c'est plus lui là qui mériterait son... Ouais, après, malheureusement, il y a eu son pull-out. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon. Il y a eu son pull-out et c'est Moïcano qui a eu sa chance au titre, même s'il n'a pas fait long feu. Après, moi, je verrais bien, comment on appelle ça, là, un Arman Tsarukyan contre Justin Gaethje. Un combat pour la ceinture, tu vois. Ouais, peut-être un petit intérimaire, mais bon, ça, il va falloir. Ou un Topuria de Dustin Poirier, tu vois. Ah, ça ferait un gros fight. Moi, j'aimerais bien voir Dustin Poirier, Max Holloway. Là, il veut un dernier fight. Franchement, tu mets un Topuria de Dustin Poirier. Et après, s'il passe Dustin Poirier, je pourrais te dire que... pour qu'il passe par la grande porte, pour qu'il sorte par la grande porte Dustin Poirier, je pense pas que ce soit le bon combat. Ouais, c'est sûr. Et par contre, moi, je suis vraiment... Et ça fait des années que je le veux, ce combat. C'est une trilogie. Même s'il y a 2-0 pour Dustin Poirier, mais face à Max Holloway. On sait que Max Holloway aussi, il est plus dans ses meilleures années, même s'il y a juste eu la contre-performance contre Topuria. Et encore, hein, franchement... Pour moi, il a respecté son game plan. En fait, c'est un peu comme Diego Lopez contre Volka. C'est le mec qui gagne ses rounds versus le mec qui peut finir à tout moment. Ouais. Et tu vois, pour moi, il a montré la voie, tu vois, pour battre Topuria. Sauf qu'il n'a pas réussi à assumer jusqu'au bout. À tenir le... Mais tu vois, il était super bien parti. Ah non, forcément, après, malheureusement, on retient que... Ouais. En plus, c'était son premier KO qui se prenait. Mais franchement, moi, en tout cas, pour un dernier combat de Dustin Poirier, je le verrais bien avec Max Holloway, une trilogie. C'est deux combattants qui ont du cœur, qui sont pas sur l'économie, qui sont vraiment sur une bonne boxe. Ouais. Pour moi, l'un des meilleurs strikers dans le cadre de la catégorie, pour moi, c'est Max Holloway. Après, on peut mettre aussi Dustin Poirier et il a Topuria maintenant. Ouais, Topuria, en fait, il a une anglaise magnifique. Ça se voit qu'il fait tout le temps des mises de gants d'anglaise. Tu t'inspires de son style ou pas? Ouais, Nico, des fois, il me fait des combinaisons, il dit Topuria, et je sais ce que je dois envoyer. Mais ouais, en fait, moi, je travaille beaucoup en anglaise avec H, mon coach. C'est quoi son prénom, H? Soufiane. Ouais, okay. Mais tout le monde l'appelle H ou Hollywood. Hollywood. Ouais. Et en gros, je travaille énormément l'anglaise avec lui.
Et tu vois, je vais souvent voir des compètes d'anglaise. T'avais déjà même combattu en anglaise? Ouais, j'ai déjà combattu en anglaise. Et en gros, c'est des styles à la Topuria. Sauf que lui, il fait ça en MMA Ouais, contre les meilleurs. Les meilleurs du monde, quoi. Et c'est. Ouais. Ah, il est solide, hein, Topuria. Ah Rien à dire, même en lutte. Hein. Ah, il est complet. Ouais, franchement, son Excellent, mélange d'anglaise ouais. avec ses calf kicks, c'est. Non, le style, il est beau. Et même, ça se voit qu'il frappe fort hein, pour mettre KO Holloway, frère. Ouais. Il a le timing, il a la vitesse d'exécution, Il a la la précision. Ouais. Il a du style, même quand il combat, il a du style, tu vois. C'est beau à voir. Ouais, c'est beau à voir, exact. Ouais. Tu vois, un peu comme McGregor à l'époque, tu vois. Ouais, c'est pas le même C'est style, belles c'est années. moins fancy. Tu sais, c'est les styles confiants, tac, papa, tu vois. Belle gestuelle, une bonne garde. Belle gestuelle, bonne garde, tu vois. Les bien mecs qui mobile de reculent la tête. jamais. Et toi, Ouais. Wissem, une dernière question. Après, on va, je pense, conclure le podcast. T'as un combattant qui t'inspire par le style? Par le style. Franchement, je regarde plein de combattants. J'ai plein de combattants. Tu parles après quoi? Dans la nouvelle génération, ancienne, tout? Non, peu importe. Hein. En fait, moi, je m'inspire beaucoup de un peu tous les combattants, ce qu'ils font, genre Shimaev, par exemple, sa lutte en chaîne. Ouais. Tu vois, ses crochets, quand il prend la menotte, tu vois, Ouais. tout ce style-là, je kiffe, tu vois. Khabib, il n'y a pas à dire, tout ce qu'il fait, il le fait bien. Islam, Topuria, justement, récemment, j'aimais beaucoup. Ouais. Et le mec aussi, là, qui a tapé Leon Edwards, là. Comment il s'appelle déjà? Ah, Sean Brady. Ouais. C'est vrai Lui, j'ai qu'il kiffé, a hein. J'ai kiffé son style, hein. des choses basiques, mais. Tu sais, moi, qui sont j'essaie de passées. prendre tout ce qui me ressemble, tu vois Et ce si que tu je veux devais dire? choisir un combattant qui t'a peut-être même inspiré au début de tes combats de MMA? Franchement, je regardais beaucoup Ken Velasquez, même si c'était pas ma caté. Là, tu me parles, là. Ah, franchement, Ken Velasquez, c'était du lourd. Hein. Ouais. Ouais, mais t'as vu, moi, j'entraînais beaucoup avec des anciens. Ça, Ouais, mais c'est vrai que. ils regardaient mais, tous, ils kiffaient Ken Velasquez. Hein. bah, pour l'anecdote, toi, ton coach, c'était Hama et Paco. Paco, Et ouais. moi, Paco, c'est lui qui avait formé Brahms, mon coach de grappling. Et en Ouais. fait, Ken Velasquez, je l'ai découvert comme ça. Bah, nous, Paco, frère. Ouais, bah c'est ça. Paco, nous, c'est cette c'était que du école-là. Ken Velasquez. Ouais. Comment il s'appelle, là, celui qui a fait la guerre à Benoît. J'allais dire à Benoît Saint-Denis, qu'est-ce que je raconte? À Georges Saint-Pierre. À un moment, là. Bah, t'avais BJ Payne. Non, t'avais Matsera. Il est devenu gros après. Un petit. J'avais Matsera. été. Hein? Matsera, peut-être. Non, c'est pas lui. Il devait lui prendre la ceinture. Ils sont battus 2 fois contre Georges Saint-Pierre pour la ceinture. Ouais, c'est Matsera. Hein? C'est Matsera. Non, c'est pas Matsera. Je vais regarder. J'ai oublié son nom, il est super fort. Une lutte de fou. Franchement, pour moi, il battait Georges Saint-Pierre. Hein. Ah ouais? C'était il y a longtemps. Il y a longtemps. Même, il avait mis un juji au premier affrontement et après il a eu. Non, il frappait fort hein, debout. J'ai oublié son nom, faut qu'on le retrouve son nom. Ouais, je vais regarder en direct. Tu m'as dit qu'ils se sont affrontés 2 fois. Ils se sont affrontés 2 fois ouais, pour la ceinture. Aller et retour. Tu vois. Et franchement, il méritait de la prendre. Il l'a pas pris. Et après, bon, il a. Ouais, c'est bien Matsera. Fort sa tête. En fait, Matsera il gagne au premier round. Enfin, ouais, sur le premier affrontement. Et après, il y a une revanche. Et c'est là où Georges Saint-Pierre il récupère la ceinture. Possible. Ouais, non, c'est Matsera. Il est. Après, peut-être que là, ils ont pris une ancienne. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ah ouais? Non, c'est pas lui. Ah bah, je C'est ça. vois pas de qui tu parles. En tout cas, Regarde bien dans son palmarès à Georges Saint-Pierre. Là. De toute façon, ça faisait partie de ses derniers combats. Ah, de ses derniers combats. Ouais, c'est les derniers combats qu'il a fait. Je c'est il y a Mathieu, oui, non. C'était en Et- 2000, peut-être en 2016. Ouais, non, 2016. Ouais. Johnny Hendrix, peut-être. Mais en tout cas, c'était un seul combat. Hendrix, C'est lui qui exactement. devait commander. Ok. Hendrix. Ouais, non, il y a eu un seul Elle combat était et super c'est vrai fort, que lui, ce Hendrix, combat, ça. il était, la décision elle était un peu controversée. Je l'ai re-regardé Ouais. récemment, c'était un bloc. Ah, Mais- c'était. Non, lui, il méritait de prendre la Il ceinture à méritait, mais t'as GSP. vu, ça me fait un petit peu rappeler au combat entre John Jones et Dominique Reyes. C'est des mecs qui font le combat du soir et malheureusement, en fait, après Ouais. ça, il a récupéré la ceinture, mais après, il a contre-performé. Mais c'est vrai que ce soir-là, il n'y avait aucune solution pour Georges Saint-Pierre. Franchement, il était trop chaud. Ouais. Mais après, des fois aussi, c'est. Tu sais, des fois, un mec, quand il se donne à fond, comme Reyes, par exemple, Ouais. tu vois, tu lui aurais donné la ceinture, peut-être qu'après, il serait resté longtemps champion aussi. Comme John Jones, il a Parce que tu sais, dit, des fois, quand tu fais beaucoup de sacrifices et avec tout. les peut-être. On peut Non, imaginer mais ce quand tu qu'on fais veut, beaucoup de mais- sacrifices et qu'on te vole ce truc-là, après, tu perds la motivation, des fois, tu sais. Non, je peux Et comprendre. mais bon, t'as vu, quand t'arrives dans le top 5, etc., tous les combats, ils sont durs, ils en sont fait. durs, ouais. C'est-à-dire que vraiment, quand tu combats contre le champion, c'est ta chance, tu vois. Mm. Mais en tout cas, on pourrait pas le savoir, ça. Mais après, John Jones, il avait dit que le plus dur, c'est d'aligner les performances. Et c'est une chose qu'il fait depuis des années, pendant que t'en as un qui est dans son combat du soir. Et c'est vrai que être face à un adversaire comme ça peut être compliqué parfois. Ouais. Ouais.
Donc, ouais, en tout cas, voilà, pour finir ce qu'on disait, c'est comme ça que moi j'ai connu Ken Velasquez, parce qu'il il m'avait dit d'aller voir le combat entre Cheikh Congo et Velasquez, c'était en 2013, je crois. Ben moi, de toute façon, Velasquez, Cormier, GSP, Hendrix, Khabib, franchement. En plus, c'est des styles qui perdurent. Ouais, exactement, c'est vraiment des combattants qui m'ont vraiment inspiré, moi. Bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Tout a été dit. Je vais vous laisser le petit mot de la fin. S'il y a des partenaires, des sponsors, votre équipe à remercier, un petit mot à faire passer à votre adversaire, dont je pense pas que tu parles portugais, toi. Ça va être compliqué. Wissem, t'as un petit mot à faire passer pour Jordan. Bah, Jordan, attention. Je crois que c'est ça. Faut regarder, peut-être. Jordan Zebo, bah, j'espère que tu seras prêt le 16 mai. On se connaît, toi et moi. Il y a toujours eu du respect. T'es un combattant honorable. Donc, tu connais, nous, il n'y a pas de trash talking, tout ça. On te respecte. J'espère juste que tu seras prêt et comme ça, on fera une bonne guerre. Faites le show dans la cage. Nous, on sera là avec nos popcorn. En tout cas, et Delphine, toi aussi, tu seras présente dans la cage. Tu seras là. Donc, je vous souhaite un bon courage, une bonne préparation. Je serai bien dans le siège, là, comme ça. Regardez ce combat. Là, c'est en common element, du coup. Ouais. Non, ça va être un beau combat. En tout cas, je vous souhaite une belle préparation, un bon camp d'entraînement, pas de blessures. Je peux pas vous souhaiter le bonus des 10 000, je crois qu'il n'y est plus. À vérifier. Si, souhaite-le quand même. Bah, je vous le souhaite quand même. Je vous le souhaite quand même. Mais après la pesée, on ira manger à Raokas. À Raokas. Mais attends, mais en plus, t'as dit il y en a un à Ivry. À Agnières aussi. Ivry, non pas Ivry. Ah, dommage. Non, t'inquiète pas. De toute manière, le Valois et Agnières, c'est pas loin. On ira. Moi, j'ai un sponsor de bouffe aussi. C'est Meltin, à Fleury-Mérogis. Un très très bon resto. Ah ouais, c'est vrai, t'es du 91 toi en plus aussi. Ouais, bah, ils me sponsorisent là pour le combat, donc je pense que ça va peut-être se passer là-bas. Hein. Mais non, Moussem, t'es à Agnières, t'es à Levallois, tu vas pas retourner ce Fleury Mérogis. C'est le seul mec qui fait des footings le jour du combat. Ça ferme à 3h. Et qui dort chez lui aussi. Quand je fais des footings. T'as fait un footing? Ah ouais, une fois, le matin, ouais. C'est un réveil musculaire, c'est pas un réveil musculaire. Ah, mais tu sais, normalement, t'es dans ta bulle, t'es à l'hôtel, lui. Il vagabonde. Moi, j'aime bien rentrer chez moi, ouais. quand je combats à Paris. Ouais, chacun j'aime bien revenir chez moi, manger bien, je me réveille, je mange bien, tac tac. Chacun c'est. Mais là, pour ce combat-là, je vais rester à l'hôtel. Là. Faut que je reste vraiment. T'as vu? Ouais. Je regarde Jordan dans les yeux pendant toute. Non, bah top. En tout cas, bonne préparation à vous. À très vite. Merci de votre présence. Merci à toi. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de suivre sur les réseaux Delphine. Benfine. J'ai voulu dire c'est ça, c'est moi ça. Wissem Marmouche, vous pouvez le suivre aussi, c'est un snapper, hein. Beaucoup de monde sur Snap. Je connais. Un influenceur. Voilà. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, commenter, partager et dites les suggestions des invités que vous voulez voir. C'est tout pour nous, merci à vous. Merci à toi. Merci Boulox. Vas-y.